Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Agnostique, élevé dans le protestantisme, Jacques Maritain se convertit à la foi catholique en 1906, une religion qui va profondément imprégner sa philosophie. Décédé en 1973, il y a 50 ans, à Toulouse, il laisse un large héritage dans de multiples domaines, philosophie, religion ou encore morale. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, un plateau de choix. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Claire Bressolette, professeure de lettres et philosophe. Bonjour Claire Bressolette. Bonjour à tous. Juste à côté de vous, frère Jean-Gabriel, vous êtes prieur du couvent des Carmes à Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour Timothée. En face de vous, Michel Naudet-Langlois, vous êtes ancien professeur de philosophie, mais on peut vous présenter comme philosophe et auteur de nombreux livres. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Frédéric Ripoll, vous êtes acteur culturel de la photographie. Bonjour à vous. Et collaborateur avec Jean Dieuza de Château d'Eau. Pour être totalement complet. Dans cette première émission, qui en comptera donc 2 sur Jacques Maritain, nous allons évoquer le Jacques Maritain d'avant 1945. Pour débuter cette émission, Claire Bressolette, est-ce que vous pouvez nous présenter Jacques Maritain ? Oui, et pour les auditeurs, je dirais que le plus important, c'est la conversion. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu protestant, mais qui est profondément non-croyant et qui est très sensible à la pauvreté, à la misère. Il va militer en faveur de Dreyfus, séchant les cours du lycée Henri IV, avec Ernest Psicari, son compagnon de classe. Et voilà qu'en 1905, Jacques et Raissa, qui sont déjà mariés, se posent des questions métaphysiques au Jardin des Plantes, disant qu'au milieu du positivisme et du comtisme, du kantisme, on ne peut pas respirer, on ne trouve aucun sens à la vie, et qu'ils décident de se donner la mort, sinon pas trouver le sens. Et voilà qu'ils tombent sur une recension de la femme pauvre de Léon Bloy. Ils se mettent à dévorer le roman et ils se disent « Nous voulons aller voir l'auteur de ce livre ». Tout commence là. Un an après, le 11 juin 1906, ils sont baptisés à Montmartre, tous les trois, c'est-à-dire Jacques, Raissa et la sœur de Raissa, Vera Omansdorf. Et leur parrain, bien sûr, c'est Léon Bloy. Et pendant 2 ans, Maritain se dit « Je ne peux plus faire la philosophie ». Il est agrégé en 1905 parce qu'il y a incompatibilité entre la raison et la foi. Donc le voilà, qui part à Heidelberg chez Hans Driesch, un biologiste vitaliste, puisque Maritain a une licence de biologie. Il se dit, je vais devenir biologiste. Et puis en 1908, Raissa tombe, elle ne tombe pas par hasard, on le lui a recommandé, sur la somme de saint Thomas d'Aquin. C'est le père Clarissac, tout à fait. Et là, c'est le début d'une injonction, malheur à moi, si je ne domestise pas. Injonction qui va les conduire à plusieurs publications. Nous allons voir au cours de l'émission les grandes œuvres. Je dirais qu'il y a 3 sommes. La somme du savoir spéculatif, c'est 1932, les degrés du savoir. La somme de l'art, 1953, c'est l'intuition créatrice dans l'art et la poésie. Et la somme de la morale, en 60, la morale. Donc on a le plan spéculatif et les deux domaines du plan pratique qui sont représentés. Il meurt ici à Toulouse le 28 avril 1973. Il a pris l'habit, il a reçu l'habit des petits frères de Foucault, mais il a vécu depuis 1962 dans une cabane en bois près du couvent dominicain de Rangueil. Les cabanes en bois sont détruites maintenant. Ce qu'on retient de lui, peut-être cette phrase: « Dans ma jeunesse, j'ai cassé des vitres, puis j'ai tâché d'ouvrir des portes. » Il passe d'un jeune anarchiste latent à un croyant militant pour saint Thomas d'Aquin. Frère Jean-Gabriel. Alors moi je voudrais simplement rebondir sur ce que vient de dire Claire pour présenter très bien d'ailleurs et succinctement donc Jacques Maritain, la personnalité de Jacques et Raissa, parce qu'il ne faut jamais séparer les deux à mon avis, même si l'œuvre philosophique de Maritain est indépendante évidemment de Raissa. Raissa est plus poète, elle a écrit des très beaux poèmes d'ailleurs, mais tous les deux étaient en quête de vérité, tous les deux et justement suffoquaient, comme je voudrais lire donc ce texte-là, qui est tiré des pages choisies de Maritain en toute liberté, et c'est surtout le récit de la première visite à Léon Bloy. C'est un récit que l'on trouve donc dans les Grandes Amitiés. Non, tout à fait. C'est dans les Grandes Amitiés, voilà. Le 25 juin 1905, 2 enfants de 20 ans montaient l'escalier sempiternel qui grimpe jusqu'au Sacré-Cœur. Ils portaient en eux cette détresse
qui est le seul produit sérieux de la culture moderne, et une sorte de désespoir actif éclairé seulement, ils ne savaient pourquoi, par l'assurance intérieure que la vérité dont ils avaient faim, et sans laquelle il leur était presque impossible d'accepter la vie, un jour leur serait montrée. Voyez, c'est dans leur chair qu'ils ont éprouvé ce désir de vérité qu'on ne leur donnait pas. Hein. Une sorte de morale esthétique les soutenait faiblement, dont l'idée du suicide, après quelques expériences intentées, trop belles sans doute pour réussir, semblait offrir l'unique issue. En attendant, il ne se nettoyait l'esprit, grâce à Bergson, des superstitions scientistes dont la Sorbonne les avait entretenues, mais en sachant bien que l'intuition bergsonienne n'était qu'un trop inconsistant refuge contre le scepticisme logiquement entraîné par toutes les philosophies modernes. D'ailleurs, Maritain critiquera son maître amplement dans la philosophie bergsonienne, l'un de ses premiers ouvrages. En 1913. Au demeurant, il tenait l'Église, cachés à leur vue par d'ineptes préjugés et par les apparences de beaucoup de gens bien pensants. Ça n'a pas tellement changé. Pour le rempart des puissants et des riches, dont l'intérêt aurait été d'entretenir dans les esprits les ténèbres du Moyen-Âge. Ils allaient vers un étrange mendiant. Il s'agit de Léon Bloy, bien entendu, le mendiant ingrat, comme il s'appelle lui-même, qui, méprisant toute philosophie, criait sur les toits la vérité divine, et catholique intégralement obéissant, condamnait son temps et ceux qui ont leur consolation ici-bas, avec plus de liberté que tous les révolutionnaires du monde. Ils avaient terriblement peur de ce qu'ils devaient rencontrer, ils n'avaient pas encore fréquenté de génie littéraire, et c'est bien autre chose qu'ils allaient chercher. Pas une ombre de curiosité n'était en eux, mais le sentiment le plus propre à emplir l'âme de gravité, la compassion pour la grandeur sans refuge. C'est magnifique. Donc on devine là déjà, on perçoit là déjà ce désir, cette faim de vérité que justement Maritain va découvrir à travers la philosophie de saint Thomas, alors qu'il avait, comme l'a bien dit Claire, renoncé à la philosophie pour la foi en disant non, foi et raison ne peuvent pas aller ensemble. Il comprend que finalement, avec cette intelligence, ce génie de saint Thomas, eh bien, on peut réconcilier, bien entendu, les deux. Et après, après Jean-Paul II, après Benoît XVI, les deux ailes pour aller vers Dieu, bien c'est la raison et la foi. Fides et ratio. On en a fait une. Jean-Paul II avec Ratzinger, on a fait une encyclique. C'est dire l'importance qu'il y a de comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre, je dirais, la grâce et la nature, puisque, comme dit saint Thomas, la grâce parfaite, la nature ne la détruit pas. Donc il y a une, et je crois que Maritain nous renvoie à, à l'intelligence comme capacité d'atteindre le vrai, la vérité, et donc de toucher à l'auteur même de la vérité, qui est la vérité même, c'est-à-dire Dieu lui-même. Michel Naudet-Langlois, là-dessus, je pense que vous avez quelque chose à nous dire. Alors, j'ai surtout à faire part de ma propre expérience, puisque j'ai été conduit à saint Thomas et en amont de saint Thomas à Aristote, notamment par le fait qu'un de mes condisciples de classe de Cagnes m'a fait cadeau des degrés du savoir qu'il possédait en double parce que sa fiancée à l'époque l'avait aussi. Et voilà, j'ai accédé au thomisme à travers Maritain. Nous avions la chance d'avoir un professeur en Cagnes, Michel Gourina, qui se définissait comme un vrai aristotélicien déguisé en hégélien pour passer à l'université et nous permettre de réussir les concours. Et donc j'ai pu opérer une forme de synthèse entre ces apports, ces influences. Et évidemment, j'ai découvert aussi saint Thomas à travers Gilson, parce que les deux auteurs s'imposaient pour quiconque commençait à s'intéresser au thomisme. Et j'ai pu mesurer la différence entre quelqu'un qui fait un travail d'historien dans un style, oui, que je qualifierais de plus universitaire que n'a été celui de Maritain, mais un travail d'historien. Et il
y a dans le commentaire au traité aristotélicien du ciel et du monde une phrase de saint Thomas que j'ai souvent mis en exergue de telle ou telle publication qui dit l'objet de la philosophie n'est pas de savoir ce que des hommes ont pensé, mais ce que les choses sont en vérité, ce qu'il en est de la vérité des choses, si on traduit au plus près du texte latin. Et ça m'a dominé durant toute ma carrière, alors vous avez dit de philosophe, je veux bien, mais de professeur de philosophie, c'était quand même plutôt ça. Et comment dire, j'ai trouvé évidemment l'application, la mise en œuvre de ce propos de saint Thomas chez Maritain plutôt que chez beaucoup d'autres qui se sont réclamés de saint Thomas ou qui simplement l'ont étudié. Bon, j'ai mentionné Gilson. Maritain et Gilson ont été, je dirais, à la fois en débat et en collaboration, en convergence, bien évidemment. D'autres, comme Umberto Eco, se sont intéressés aussi à Maritain, mais de manière très critique, mais sous une forme on ne peut plus historique, en l'occurrence, et sous une forme, je dirais, qui m'a quand même moins appris que la lecture de Maritain lui-même, ou en tout cas qui m'inspire moins, ou qui correspond beaucoup moins à ce qui a été mon inspiration au cours de mon travail d'enseignant de la philosophie. Voilà, Maritain, on l'a déjà dit, a embrassé tous les domaines, ou creusé tous les domaines. C'était l'ami des poètes, des peintres, mais aussi des scientifiques, hein, puisque, si je ne me trompe pas, Meudon, il recevait beaucoup de monde, et notamment des grands spécialistes des diverses sciences. Bref, je crois que Maritain a conçu tout son travail et toute son œuvre dans la ligne de ce que demande saint Thomas lorsqu'il dit on a à se préoccuper non pas des opinions passées des philosophes, mais de la vérité des choses. Et bon, ce n'est pas que l'historien ne se préoccupe d'aucune sorte de vérité, puisque justement il fait l'histoire de ce qui a été, et comme dit Eco, il interprète plus qu'il n'utilise. Bon, Eco fait la distinction et dit que Maritain utilise quand d'autres, comme lui, interprètent, et interpréter veut dire soupeser, évaluer ce qu'a bien pu signifier en vérité, ce qu'ont bien pu signifier les propos qu'on trouve chez un auteur comme saint Thomas. Maritain ne s'en tient pas là, mais je lui prête quand même une grande fidélité au texte et à l'esprit, plus encore, de saint Thomas. Maritain voulait effectivement utiliser saint Thomas pour en tirer la substantifique moelle et s'en servir pour dire à ses contemporains ce qui pouvait encore leur être dit, avec pour but effectivement d'assurer la corrélation harmonieuse entre, bon, pour faire bref, la raison et la foi, enfin ce que Ratzinger et Jean-Paul II ont voulu à nouveau presque réhabiliter dans Veritatis Splendor, bien sûr. Il faisait justement, pour rebondir un petit peu sur ce que dit très justement Michel, il faisait une grande différence entre un thomisme archéologique, voyez, et un thomisme vivant, un thomisme en prise avec l'actualité de son temps. Voyez, il voulait vraiment faire un thomisme, actualiser le thomisme, ce qu'a voulu faire lui-même saint Thomas. Saint Thomas n'a pas voulu faire de son œuvre, hein, comme le pensent certains thomistes, un cinquième évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Saint Thomas, ça n'est pas seulement toute la pensée de l'Église.
effectivement, c'est un monument incontournable. Hein. C'est le docteur commun de toute l'Église. Et Maritain le dit sans cesse, ne cesse de le dire, il a tout à fait raison. Mais en même temps, il s'approprie, il intègre la pensée de saint Thomas, et c'est ça qui est formidable. Il intègre la pensée de saint Thomas à des préoccupations tout à fait actuelles, tout à fait contemporaines. Et il va être en débat avec les autres, mais ce que faisait saint Thomas aussi lui-même. Il va être en débat dans le court traité de l'existence et de l'existant avec Sartre lui-même. Justement, évidemment, il a dit l'être et le néant, et il est en plein dedans. Seulement, lui, il n'y a pas l'être et le néant pour Jacques Maritain. Vous voyez, c'est autre chose. Et il va dire, hein, l'existence précède l'essence, mais pas du tout au sens où l'entend Monsieur Sartre. Et il va le lui dire dans ce livre-là. Vous voyez, il est vraiment en prise avec son temps, et c'est pour ça qu'il touche à beaucoup de domaines, parce qu'il a compris, pensée de saint Thomas n'est pas un système, ce n'est pas un système saint Thomas, c'est véritablement une pensée absolument fulgurante et vivante, et qui permet vraiment de comprendre la réalité des choses, la réalité des choses, mais aussi d'essayer de le communiquer hein, avec la raison simple, évidemment informée par la foi, hein, ce qui lui donne encore plus de valeur, c'est ça qu'il y a une philosophie chrétienne, on pourrait dire, mais on reste quand même dans un domaine rationnel que tout le monde peut comprendre. Et ça, c'est très discuté par certains thomistes hein, qui disent « Ah non, saint Thomas n'était qu'un théologien ». Oui, en son temps, évidemment, puisqu'on ne séparait pas, on ne pouvait pas séparer la philosophie de la théologie. La philosophie était servante de la théologie, mais elle ne l'est plus maintenant. Donc il faut essayer depuis ce divorce qu'il y a d'essayer de rapprocher la philosophie de sa dimension théologique, et à mon avis, c'est ce qu'a essayé de faire Maritain. Alors, je vais tout à fait dans votre sens et je vais rajouter 4 éléments. Le premier, c'est par rapport à l'académisme dans le court traité de l'existence et de l'existant que Maritain publie en 1947, alors qu'il est ambassadeur de France à Rome, près le Vatican. Donc, il a des charges lourdes. Il trouve le moyen de répondre à Sartre et il dit l'existentialisme de Sartre est académique. Le premier existentialiste, c'est saint Thomas d'Aquin. Et la force de Maritain, c'est qu'en fait, il a déjà écrit cela pendant la guerre, donc avant la publication de l'être et le néant. Donc on a une vision, on va dire, prophétique de Maritain, toujours qui anticipe. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est l'importance de Raïssa, qui par ses amitiés russes va être la note attentive à l'existentialisme. Je pense à Benjamin Fondane, à Chestov, qui va arriver à Meudon, par l'intermédiaire de Benjamin Fondane, à toute cette mouvance russe qui, de 1924 à 1939, va arriver à Meudon avec toute l'intelligentsia et l'avant-garde artistique qui va faire Meudon. La troisième chose que je voulais rajouter, c'est l'importance pour Maritain d'être un homme dans la cité et d'aller droit aux controverses. On va donner un exemple, la guerre d'Espagne, 1936. Il ne va pas suivre les évêques espagnols, les Franco, et donc la droite, on va dire, française. Il ne va pas non plus être communiste, mais il ne va pas être compris. La troisième voie qu'il propose, qui est une réflexion finalement sur la guerre juste ou la guerre sainte, elle lui vaudra d'être incompris par l'Église, voire d'être pratiquement mis à l'écart, parce qu'il n'est pas en état de grâce, donc il ne faut plus lire ce qu'il va publier. Ça va jusque-là. Donc c'est quelqu'un de courageux, et la quatrième note que je donnerai, c'est que sa vision aquiline, donc on va dire supérieure et prophétique, lui vient d'une conception du thomisme qui est organique. Comme l'a très bien rappelé le père Jean-Gabriel Rueg, c'est une organicité et ce n'est pas un système, et donc on va dans le thomisme par approfondissement. On ne progresse pas en ajoutant des choses de l'extérieur, mais c'est en allant en approfondissement, et si vous renversez la pyramide, vous sortez d'un dilemme en étant au-dessus. Entre A et B, vous n'allez pas prendre la demi-mesure, non, pas du tout. Vous allez chercher un autre plan, Aquilin, une vue différente, qui permettra un autre point de vue. Et c'est toujours ce qu'il a fait dans tous les débats de l'histoire et ses prises de position. On a parlé de la guerre d'Espagne, de l'existentialisme, voilà. Donc, j'allais dire, c'est quelqu'un qui mérite d'être revalorisé avec son motto, son adage, qui est connu de la plupart d'entre nous. Il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux, c'est-à-dire que le thomisme est sans concession, c'est une philosophie du concept.
Le concept, c'est pas une notion. On ne joue pas avec ça. C'est directement, tu es sur le vrai, Michel Naudet va nous le redire, voilà. Et puis, beaucoup ont l'esprit mou et le cœur sec. Donc, vous voyez, cette sorte de chiasme qui lui permet d'être justement quelqu'un qui ouvre sa porte en permanence, tout en étant fidèle à une rigueur conceptuelle. Frédéric Ripoll, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette présentation déjà bien complète de Maritain? Sur mon expérience personnelle ou juste pour rebondir sur certains aspects? Sur votre expérience personnelle. Alors, l'expérience personnelle, je suis la preuve vivante que le thomisme n'est pas un système. Je n'ai aucune formation philosophique, je viens du monde de la culture, je viens du monde de la photographie, qui est un petit monde de la culture, qui est un monde totalement autonome, d'ailleurs qui agit, qui prospère comme un système à part, je dirais, qui a été dominé par la pensée de Roland Barthes, essentiellement. Alors, lors de ma dernière conférence au Couvent des Carmes, je disais le thomisme ne s'est jamais penché sur la photographie, à mon grand regret, mais il y a des raisons très historiques à cela, c'est que la prise de conscience de la photographie par elle-même, un peu comme Maritain dit qu'il y a une prise de conscience de la poésie au XIXe siècle, hein, Claire, est arrivée autour des années 70 et plus exactement en 74, qui est la date de la naissance du château d'eau. Maritain est mort un an avant. Je suis intimement convaincu que si Maritain avait vécu peut-être quelques décennies après, il se serait penché sérieusement sur la photographie. Donc, j'ai découvert la pensée de Maritain lors d'une convalescence dans les années 70 autour d'un accident de moto, et j'avais le volume 5 des œuvres complètes où il y avait Frontières de la poésie et surtout Le songe de Descartes. Et qu'est-ce qu'a fait Maritain dans ma pensée un peu confuse au départ, hein, dans ma carrière culturelle, c'est l'immunité totale au cartésianisme. C'est-à-dire, non seulement on est guéri de l'idéalisme, mais on est guéri du dualisme. Et ça, en matière photographique, ça a une importance considérable. Donc, bon an, mal an, au fil des années et des décennies dans ma carrière photographique, une pensée a germé, hein, très lentement, c'est la germination très lente, qui a trouvé son aboutissement il y a à peu près 9 ans, où j'ai vraiment pris le taureau par les cornes pour concevoir une théorie photographique qui tienne la route. Et sans Maritain, c'était impossible. D'abord parce que justement, il guérit de manière définitive contre le cartésianisme, aussi contre le matérialisme, mais surtout dans l'intuition créatrice, il donne tous les éléments pour concevoir intelligemment et de manière vraiment profonde, très approfondie, ce qu'est l'acte photographique au sens créatif du terme, c'est-à-dire une intuition poétique de la réalité. Quand Claire tout à l'heure a dit on reprochait à Maritain de ne pas être réaliste, les bras me tombent, parce que je veux dire, c'est de la très haute métaphysique et c'est surtout de l'ontologie. Je crois que l'ontologie est presque plus précise, je ne suis pas assez pointu pour affirmer une telle chose, mais l'ontologie est plus précise que la métaphysique. Parce que, tu en étais d'accord, Jean-Gabriel, je trouve que la métaphysique moderne a été psychologisée. On est d'accord? Absolument. Donc, lorsqu'on se penche sur ce qu'est la photographie en soi, c'est-à-dire indépendamment du regard que je porte sur elle, qui était le désir de Roland Barthes dans La Chambre claire, hein, mais Roland Barthes est philou, parce qu'il dit je voulais savoir ce qu'était la photographie en soi, et en quoi elle se distinguait de la communauté des images. Et il en trouve la porte de l'ontologie, il la referme aussitôt parce qu'une photographie n'est pas une image. Voilà. Alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, hein, mais voilà. Comment Maritain a pénétré de manière
radical, je dirais, une critique de la photographie. Voilà, ça, je suis la preuve que le thomisme peut être vivant et complètement actualisé. Michel Naudet-Langlois, sur ce que vient de dire Frédéric Ripoll, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Alors, je rebondis sur le paradoxe qui veut qu'une photographie ne soit pas une image, et je me dis que je vais en apprendre là-dessus, grâce à cette heureuse rencontre qui n'était pas prévue. Bon, mais je laisse de côté puisque je suis incapable d'expliquer le propos, moi. Il faut toujours ajouter, indépendamment du regard que je porte sur elle. Oui. Le réalisme de Maritain, c'est quelque chose qui met à part Maritain actuellement dans les études thomistes. On lui préfère justement Gilson parce qu'il est plus historien. Est-ce que vous avez un point de vue, Michel, sur cette définition finalement du réalisme? Si on veut être réaliste, c'est quand même au réel qu'il faut aller. Alors les œuvres léguées par les grands auteurs comme saint Thomas et tous les autres font partie du réel et méritent une attention, méritent éventuellement l'attention de l'historien, parce qu'en effet, le souci de l'historien, bon, c'est là-dessus que insiste Umberto Eco, c'est de ne pas faire dire à des auteurs ce qu'on veut qu'ils disent. Alors, il est certainement, à mes yeux, très injuste lorsqu'il adresse ce reproche à Maritain. Il y a un auteur récent que je n'ai pas cité, j'aurais dû le faire déjà, parce qu'il a joué un grand rôle dans mon orientation philosophique, c'est Claude Tresmontant, qui lui non plus n'est pas vraiment considéré comme comme un thomiste d'école, alors que le fond de sa pensée était copieusement inspiré par l'esprit de saint Thomas, sinon par sa lettre. Mais quand j'ai rencontré Tresmontant, j'ai fait mon mémoire de maîtrise avec lui sur la théorie du concept chez saint Thomas. Voilà, j'ai eu l'impression d'un thomisme, plus exactement, d'une philosophie selon l'esprit, ad mentem sancti Thomae, comme disait la recommandation alors je ne sais plus, c'est Léon XIII. Léon XIII, c'est ça, Léon XIII. C'est bien Léon XIII, voilà. Ad mentem sancti Thomae, et ad mentem sancti Thomae, ça ne peut pas consister à simplement répéter ce qu'a dit saint Thomas. Alors, moi, j'ai été très déçu à partir du moment où j'avais découvert saint Thomas à travers Maritain. J'ai été très déçu par ce que j'ai fini par appeler le thomisme de séminaire ou de sacristie. Très déçu parce que, par exemple, en faisant le catéchisme en paroisse, j'ai constaté que les pères qui étaient là, curés ou vicaires, avaient été amenés à détester saint Thomas, et c'était le début des années 70, et voilà, donc saint Thomas était bon à mettre au placard, et le jour où j'ai dit que j'allais faire une causerie au petit du catéchisme sur la Trinité, puisque c'était tombé sur moi, j'ai dit, mais je vais faire ma causerie en m'inspirant de la somme théologique. Et j'ai cru qu'ils faisaient tous un collapsus, et les enfants ont été ravis. Je n'en vois pas ça comme une fleur personnelle, mais comme simplement la vérification, parce que c'est ce qui m'a été dit par les dames catéchistes qui étaient là, puis qui faisaient la reprise de la causerie ensuite. Bon, voilà, je trouvais que saint Thomas donnait de quoi faire avancer dans l'intelligence du mystère trinitaire, et en termes à la fois simples, vrais, efficaces, si on peut dire, enfin intellectuellement efficaces. Et voilà, donc je dois dire que la littérature thomiste, la littérature du thomisme d'école, m'a souvent beaucoup pesé, et par rapport à ça, ma triade, Maritain, Gilson, Tresmontant, alors il me restait à en faire ma soupe à moi, mon miel, pour être plus joli. Bien sûr, mais bon, ça n'était pas très difficile, étant donné leur inspiration commune, leur inspiration de fond, dans des styles différents. Et voilà, Tresmontant m'était apparu comme
un vrai philosophe, honni par l'université qui a tout fait, la Sorbonne a tout fait pour l'éloigner le plus loin possible, jusqu'au fin fond de l'Afrique. Bon, il a résisté et il est resté comme un vrai thomiste battant à Paris contre vents et marées. C'était aussi une leçon. Un jour, à la suite d'une leçon de préparation à l'école normale supérieure et préparation à l'agrégation, on m'a dit que j'avais une philosophie de combat. J'ai demandé si je paraissais agressif. On m'a dit non, pas du tout, mais vous n'êtes pas vraiment dans le vent de l'époque. Alors, en termes de combat, nous entendrons tout à l'heure la gigue de Lourier. Arthur Lourier est un Russe qui arrive à Paris en 1923 et qui va rencontrer les Maritains et qui dédie une gigue à Maritain. Il l'écrit en 1927. Pourquoi une gigue? C'est une danse très rapide à 4 temps qui vient souvent conclure les suites de danse, par exemple de Jean-Sébastien Bach. Et cette gigue est très particulière. Elle a 7 armures de clés différentes. On voit déjà que c'est le 7 jours de la création. Il y a donc comme une recréation du thomisme, ce qui renvoie à l'idéal de Maritain de refaire une Europe théocentrée, après le traité de Versailles, contre la Société des Nations, qui est franc-maçonne, puisque Maritain voit différents temps dans l'histoire, l'ère sacrale, médiévale, la Renaissance, ère anthropocentrée, et là il faut revenir à un humanisme théocentré pour les temps modernes. Et donc cette gigue peut être justement la description d'une recréation du monde. Et elle veut écrire des cloches. Pourquoi? Alors on a des accords, vous le reconnaîtrez bien, des cloches urbi et orbi. Parce que la philosophie thomiste est la philosophia perennis et universelle. Et enfin, le troisième critère, en écoutant cette magnifique pièce, c'est que vous verrez que c'est un combat. Les cloches répètent, on a le même accord qui se répète de manière intensive, parce qu'il s'agit de lutter contre les hérésies, comme le dogme chrétien qui s'est établi dans les premiers siècles, contre l'arianisme, etc. Bien, Maritain va engager le dialogue avec la phénoménologie. Il rencontrera Einstein en 1932 à Juvisy, à Paris, et il va répondre... Qui va se convertir au thomisme, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et il va répondre à Husserl dans Les degrés du savoir. Il y a une monographie. Donc voilà, la notion de combat, elle est très présente dans le thomisme.
Présence à Saint-Céré 95.8. Vivante Église, Timothée Rouvière. Et vous venez donc d'entendre cette gigue de Lourier 1927 dédiée à Maritain. On est de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence pour parler de la figure et surtout de la philosophie de Jacques Maritain, décédé il y a tout juste 50 ans à Toulouse. Et pour en parler, je suis toujours avec Claire Bressolette, philosophe et spécialiste de Jacques Maritain, Frédéric Ripoll, acteur culturel de la photographie, le frère Jean-Gabriel, prieur du couvent des Carmes à Toulouse, et Michel Naudet-Langlois, professeur de philosophie, philosophe et auteur. Frère Jean-Gabriel, vous vouliez compléter ce qu'a dit Claire Bressolette il y a quelques instants, juste avant cette pause musicale. Je voudrais simplement lire un petit paragraphe de la réponse à Jean Cocteau, c'est dans la lettre de Maritain donc à Cocteau. L'office principal du thomisme a été et restera toujours d'ordre sacré. Élevé sur les tours de l'Église, il défend théologiquement la vérité divine contre toute agression d'erreur. Maintenant, le pape lui a commandé, donc le pape c'est Léon XIII, on l'a dit tout à l'heure, lui a commandé de descendre aussi dans la rue au scandale des gens raisonnables qui pensaient l'avoir bien classé dans leur dossier, à sa fiche chronologique, bien sûr que la scolastique chrétienne n'avait rien de plus en elle que la scolastique musulmane ou la scolastique bouddhiste. Le temps est venu pour lui de travailler philosophiquement dans le profane, de promener à travers le monde sa jeunesse renouvelée, sa curiosité, sa hardiesse, sa liberté, et de rassembler ainsi l'héritage dispersé de la sagesse. La sagesse. Il faudra en parler de la sagesse métaphysique, parce que pour lui, Maritain, comme pour Gilson et d'autres, la pensée métaphysique qui commence par l'ontologie, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric, la métaphysique est véritablement recherche de la vérité des choses, et donc s'enracine justement dans un désir de coller le plus à la réalité, au réel. Et alors, je voulais simplement dire que justement, pour dire que Maritain n'est absolument pas un philosophe de salon, et surtout d'ailleurs il critiquait Descartes qui disait qu'il avait fait la philosophie dans un poêle, c'est-à-dire qui a fait, et c'est tout à fait caractéristique de la philosophie de Descartes, qui d'abord commence par le sujet, vous voyez, c'est je pense donc je suis, non, c'est tout l'inverse, si vous voulez. Pour penser, il faut d'abord être. Et ce qui compte, si vous voulez, c'est précisément ce que découvrent les thomistes, mais à la suite de tout l'héritage grec, de toute la philosophie grecque. C'est cette intuition, dont a si bien parlé Maritain, n'en déplaise à Étienne Gilson, cette intuition de l'être en tant qu'être, en tant qu'il est. Les choses sont. Et voilà, l'être est, le non-être n'est pas, avait dit Parménide. Il faut se pencher sur quelle est la raison d'être des choses, finalement. C'est ça l'important. Pour savoir ce que l'on fait dans ce monde, il faut voir ce qu'est le monde et qu'est-ce que l'on est dans ce monde, vous voyez, comme une boussole qui nous indique où nous allons, d'où nous venons et où nous allons, vous voyez. Ça me paraît absolument capital. Donc, si vous voulez, voilà, il est surtout que c'est vraiment l'expérience pour eux. C'est une question de vie ou de mort. Vous voyez, on l'a lu dans le texte de Raïssa tout à l'heure. C'est une question de vie ou de mort. Donc, il faut se saisir de cela et de bien comprendre que Maritain a été extrêmement généreux, Jacques et Raïssa, et puis Vera qui était dans l'ombre, la sœur, qui était vraiment au service des deux, c'est extraordinaire. Et à Meudon, ils ont été, c'est tout le contraire, si vous voulez, d'un philosophe qui est dans son bureau et qui rédige des livres de philosophie. Voilà. Alors les idéosophes, c'est pas tout à fait ça. Parce que les idéosophes, c'est plutôt les idéalistes, parce que pour lui, Maritain, nul n'est philosophe s'il n'est métaphysicien. Alors ça, on peut pas être philosophe si on n'est pas métaphysicien, parce qu'on n'a rien compris au principe même de la philosophie qui est grecque. C'est de se débarrasser de tous les mythes, de toutes les illusions, pour avec la raison essayer de capter la raison d'être des choses. Alors pour faire comprendre à nos auditeurs ce qu'est la métaphysique, reprenons la classification de Maritain dans les degrés du savoir, on va dire c'est différents degrés d'abstraction.
Le premier étant représenté par les sciences expérimentales, biologie, physique. Le deuxième degré d'abstraction, c'est les mathématiques. Les auditeurs comprennent quand on fait x égale y, que c'est plus abstrait que de mettre 2 égale 1 plus 1. Et puis le troisième degré d'abstraction, c'est la métaphysique. Et le coup de génie de Maritain, pour moi, c'est d'avoir montré qu'il y a une autre connaissance possible que par le concept qui monte dans les degrés d'abstraction, c'est la connaissance par connaturalité, c'est-à-dire par la mystique. Il va montrer à la fin des degrés du savoir, c'est toute la deuxième partie, qu'il y a une connaissance mystique qui a sa valeur, elle n'est pas comparable à celle du concept, mais elle a tout à fait sa valeur pour avoir accès à la vérité. Et du coup, ça donne à cette philosophie réaliste de Maritain son ambitus total, qui est une philosophie qu'on ne peut pas comprendre si elle n'est pas finalement hantée, enracinée sur l'horizon. D'où les écrits à 4 mains avec Raissa sur liturgie, contemplation. Là, sous les yeux, j'ai un magnifique écrit de 1959, Liturgie et contemplation, qui est repris dans son idéal, j'allais dire, de contemplation pour tous, dans Le Paysan de la Garonne, œuvre rédigée après le concile à Toulouse. Et je vous lis juste ce paragraphe avant de laisser la parole à Frédéric. En vérité, la contemplation n'est pas donnée seulement aux Chartreux, aux Clarisses, aux Carmélites. Elle est fréquemment le trésor de personnes cachées au monde, connues seulement de quelques-uns, de leurs directeurs, de quelques amis. Parfois, d'une certaine manière, ce trésor est caché aux âmes elles-mêmes, qui vivent en toute simplicité, sans vision, sans miracle, mais avec un tel foyer d'amour pour Dieu et le prochain, que le bien se fait autour d'elles sans bruit et sans agitation. Un autre motto de Maritain, l'action vient de la surabondance de la contemplation, sinon elle est inféconde. Et il en est de même pour sa philosophie. Le centre de gravité, le point nodal, le point où toutes les lignes de fuite se nouent derrière le tableau, c'est l'horizon. Frédéric Ripoll. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait le père Jean-Gabriel sur l'aspect combat de la pensée maritainienne. Il décrit, on revient toujours à Descartes, hein, il dit dans Réflexion sur l'intelligence, c'est toujours, à propos de la réforme cartésienne, c'est toujours à elle qu'il nous faut remonter. Elle a débuté par l'affirmation d'un mépris pharisaïque et dont la métaphysique chez les modernes ne s'est jamais guérie à l'égard de la connaissance sensitive. La connaissance sensible, ça parle aux spécialistes de la photographie que je suis. On peut pas. Le dualisme cartésien a des conséquences tragiques, plus que dramatiques. Et Maritain définit Descartes comme un penseur bourgeois. Et c'est peut-être ce qui le fait un peu rejeté par la doxa, même par une certaine classe de thomistes. Il ne faut pas trop chatouiller les gens sur l'aspect bourgeois des choses. Léon Bloy a été honni, j'imagine, en son temps, parce qu'il bouffait du bourgeois à chaque page. Je crois que ce qui caractérise l'esprit de bourgeoisie, il ne dit pas la classe bourgeoise, il parle de l'esprit de bourgeoisie, c'est l'esprit de confort. Dans le monde de la culture, il n'y a rien de plus terrible que la doxa confortable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une situation où on se complaît, même en dépit du bon sens, dans des théories qui vous laissent confortablement, une doxa qui va. Alors, dans le domaine photographique, c'est particulièrement exemplaire. Je vous cite en deux citations, par exemple, ce qui constitue la doxa photographique depuis ces 30 ou 40 dernières années. Une photographie ne transmet aucun sens. Et les intellectuels ajoutent, et tout le monde est d'accord. C'est ce qu'on appelle le confort intellectuel d'une pensée bourgeoise, hein, qui caractérisait la pensée cartésienne, finalement. Hein. Descartes, donc, j'ajoute, hein, pour être un peu technique, puisque mon propos est la photographie, j'entre dans une caméra obscura, Descartes, dans la dioptrique, regarde la caméra obscura, et il dit, ah oui, c'est intéressant ce qui se passe là-dedans,
Mais surtout, il ne faut pas croire que ce qui se passe dans l'œil a quelque chose à voir avec ce qui se passe dans une caméra obscura. Donc, vous voyez, ce que j'appelle l'imposture cartésienne. Mauvaise foi. Mais l'imposture. C'est-à-dire qu'il dit c'est intéressant, mais il ne faut surtout pas croire. Et donc, tous ceux qui vont suivre, parce que la caméra obscura a été théorisée par tout un tas de gens, mais qui en font une métaphore. C'est-à-dire que on métaphorise la chose, on constate quelque chose, un phénomène, hein, de visu, c'est une évidence, mais on rejette l'évidence. Voilà. Et effectivement, on pourrait dire que l'ennemi de Maritain, des temps modernes, hein, c'est Descartes, parce qu'il représente l'idéalisme. Donc 1913, la philosophie bergsonienne, et Maritain adosse dos à dos Bergson et Descartes, en disant ce que Descartes fait avec l'étendue, le corps, le simple étendue géométrisable, mesurable, Bergson le fait avec la durée. Donc, il les oppose. Et puis, on a une série de livres sur Descartes, dont 1932, le songe de Descartes, en décembre, alors qu'il vient de publier en juillet Les degrés du savoir. Et Descartes est encore présent dans Approche sans entrave, l'œuvre posthume de Maritain. Il monte à Paris chez Fayard en janvier 1973, déposer ses dernières œuvres qu'il a compilées dans Approche sans entrave, sous ce titre. Et il meurt donc le 28 avril 1973. Et bien, dans Approche sans entrave, on a une magnifique page sur Descartes où il dit « Le concept de Descartes est encore doublé, comme une doublure pour une jupe ou une robe, de l'imagination. Et donc, on peut parler de notion, mais pas de concept. » Michel, alors je vous rends la parole, l'idéalisme, le réalisme, c'est vraiment la ligne de crête qui les sépare. Est-ce que la lecture que Maritain fait de Descartes vous semble pouvoir correspondre, parce que Descartes apparaît en 1924 dans un écrit très connu, les trois réformateurs, qui sont Luther, Descartes, Rousseau, et c'est Descartes qui va être l'ennemi, on va dire, avec lequel Maritain ne cessera de croiser le fer, c'est l'homme à abattre. Oui, je voulais rebondir sur deux termes. Le confort dont parlait Frédéric Ripoll, moi j'en ai rencontré un au début de mes études, à l'époque où je découvrais saint Thomas. Il y avait, bon, pour simplifier, deux éléments de confort. C'était le marxisme d'une part, qui était encore régnant à l'époque, et je parle du contexte de l'école normale supérieure, mais en amont ou en arrière-fond, il y en avait un qui était, je dirais, moins public que le marxisme sous ses formes militantes, c'était le kantisme. Donc, on pourrait dire quasiment le point culminant de l'idéalisme moderne. Et voilà, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose comme une condition de respectabilité intellectuelle, de fréquentabilité universitaire, qui consistait à tenir pour acquises les principales thèses de Kant, et en l'occurrence celles qui concernent justement la connaissance métaphysique. Bon. Donc moi j'ai évidemment buté là-dessus. Qui ruine la métaphysique d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. L'idée de la connaissance métaphysique. Bon, Kant a prétendu faire des prolégomènes, une préface à toute métaphysique future qui voudrait se présenter comme science, et il a développé une conception de la science qui persuade d'avance que la métaphysique en question ne pourrait même pas être une connaissance. Bon, ça fait partie des grandes contradictions qu'on peut déceler dans le kantisme. Et là, justement, ça me renvoie à l'autre expression que je voulais pointer, la philosophia perennis, dont Claire parlait tout à l'heure, dont Umberto Eco dirige ses foudres contre ce recours-là. Alors, effectivement, j'ai un peu rencontré un problème dans la lecture de ces auteurs que je mettais un peu méchamment sous l'étiquette de thomisme de sacristie ou de séminaire, c'est-à-dire que l'appel à la philosophie perennis était toujours un affrontement de l'extérieur à la pensée moderne, alors qui pour une part est idéaliste, mais c'est un idéalisme qui a aussi conduit à des formes de matérialisme, un matérialisme qui est en fait très idéaliste si on creuse un peu les choses, bon, etc. Voilà, il y avait Marx, il y avait Kant, mais ce qui me gênait, c'était cette opposition de l'extérieur. Et là, il se trouve que en Cagne, j'avais eu l'enseignement de Gourina,
qui, très aristotélicien dans le fond, nous enseignait la dialectique et nous apprenait que pour philosopher, et je n'ai pas eu de peine à connecter ça à l'esprit du thomisme, pour philosopher, il ne fallait pas s'opposer de l'extérieur, il fallait partir de l'intérieur. C'est-à-dire que, bon, moi je n'ai absolument rien contre l'idée de philosophia perennis, mais simplement il faut montrer en quoi elle consiste et il faut montrer qu'elle est pérenne. Et la méthode enseignée par Bourrina me paraissait tout à fait efficace. Bon, prenez n'importe quel auteur, hein, et j'ai eu à le faire pendant toute ma carrière, puisqu'on m'imposait d'expliquer en Cagne des auteurs qui étaient aux antipodes de là où j'étais. J'ai commenté Nietzsche, j'ai commenté Hume, j'ai Kant, voilà. Bon, mais peu importe, on part de qui on veut, et s'il y a une philosophie pérenniste, eh bien, on doit y être ramené logiquement à partir de l'examen de l'intérieur de ces auteurs. J'ai passé toute ma carrière à le faire, notamment sur Kant. Voilà. Et bon, voilà, je dirais, j'ai trouvé chez Maritain quelqu'un qui était dans cet esprit-là et qui, dans la mise en œuvre, parfois me paraissait peut-être insuffisamment dialectique, bien qu'il l'ait été souvent, et quand il affronte Descartes, Kant, Husserl, etc., je dirais, bon, pour faire bref, j'avais beaucoup à y puiser, et en même temps, j'avais été à une école de philosophie profondément dialectique, qui était d'un style un petit peu différent. Et donc, j'ai fait mon miel de Maritain, entre autres, et des autres que j'ai cités tout à l'heure, en essayant de les reformuler ou de les mobiliser, bon, pour faire bref encore, à l'école de Bourrina, c'est-à-dire à l'école d'Aristote. Et on va terminer là-dessus. Je suis désolé de tous vous couper, Claire, peut-être un petit peu. Oui, aller exactement dans le sens de Michel, avec 2 points, Maritain dit qu'il y a des vérités cachées, et c'est quelqu'un justement qui montre que la philosophie pérenniste n'a pas du tout besoin d'être imposée ou proclamée, elle sourd de l'intérieur, elle jaillit de l'intérieur, il va repérer les vérités cachées, et il va aller jusqu'à dire, c'est le 2e point, que l'injonction de Léon XIII, du retour au thomisme, ne doit pas du tout être imposée. Il ne faut pas que l'Église impose, et c'est repris par Jean-Paul II, qui dit, c'est de manière naturelle que le thomisme va s'imposer en tant que philosophie péreniste, parce que justement, de l'intérieur, l'eau fraîche, on la reconnaît. Voilà. Et on terminera là-dessus. Je suis désolé de vous couper. On arrive à la fin de cette émission Vivante Église. 2e émission sur Maritain. Ce sera le Maritain d'après 1945 à retrouver demain. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Merci encore à tous les 4 d'être venus nous partager votre savoir sur la philosophie de Jacques Maritain. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.